ce thème de réussir le passage me parle particulièrement. Et j'ai l'impression que mon exercice et ma pratique et mon expérience peut-être voilà, apporter quelque chose. D'autant plus que, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, j'ai vraiment le sentiment qu'on est effectivement dans un passage collectivement et individuellement, évidemment. Euh, alors, donc là, je peux. Ben, vas-y, C'est à moi. c'est à toi, C'est à moi. tu vas où tu Ok. veux, comme tu veux. Voilà. Je vais reprendre un tout petit peu ce que disait Laurence de mon parcours. Euh, euh, voilà, il y a je pensais reprendre mon expérience personnelle depuis la toute petite enfance. Il y avait effectivement une quête de sens. Euh, Pourquoi on est là? Pourquoi aussi loin que je me souvienne, j'avais même pas 3 ans au jardin d'enfants. J'étais assez joyeuse, mais je me disais mais pourquoi on fait la ronde? Pourquoi on qu'est-ce que c'est que toute cette agitation, tout ce mouvement? Et en même temps, je n'avais pas encore les mots pour le dire, mais avec le, comment dire, avec les années, ça devenait, je trouve, enfin, j'avais le sentiment que c'était de plus en plus rude et que j'avais de moins en moins envie d'être là. Je ne voulais pas du tout être là. J'avais pas du tout envie de grandir. J'avais pas du tout envie de devenir une grande personne, encore moins de devenir une grande personne. Et donc il y avait une quête de sens qui était là, très forte. Euh, et de plus en plus inconfortable avec les années. Par ailleurs, j'étais une fratrie de 5 et ma sœur aînée, moi j'étais au milieu, ma sœur aînée était quelqu'un d'absolument, enfin, c'est une merveilleuse grande sœur, très brillante, très, très généreuse, très entraîneuse, si je peux dire. Et en même temps, quand elle a eu à peu près 13 ans, et moi j'étais encore très petite fille, elle a commencé à faire différentes tentatives de suicide. Et moi qui étais habitée par cette question du sens et pourquoi la vie, pourquoi la mort, enfin sans avoir encore les mots pour le dire, euh, j'avais à côté de moi quelqu'un qui périodiquement, à chaque fois que je trouvais une petite assise intérieure, euh, qui, qui faisait une tentative de suicide. Donc ça m'ébranlait complètement. Et finalement, la petite assise, la fragile assise intérieure que j'avais trouvée, elle partait en éclats, elle volait en éclats. Et parce que finalement, je ne pouvais pas supporter, enfin, je pouvais pas intégrer cette expérience qui se vivait à côté de moi, de grande détresse, de grande angoisse et de passage à l'acte, enfin, de tentative de passage à l'acte. Et donc, ça nous continuait à entretenir cette quête de sens finalement. Euh, Bon, alors quand j'ai eu, enfin, j'ai été suicidaire à l'adolescence, j'en pouvais plus de chercher, de ne pas vouloir grandir, de pas vouloir être sur Terre, je trouvais que c'était beaucoup trop difficile. Et si je partage ça, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens finalement euh, n'ont pas très envie d'être ici parce que c'est pas si facile. Et donc je le partage parce que finalement, euh, donc, quand j'ai eu 20 ans, j'ai rencontré une technique de méditation. C'est pour ça que Laurent Favia là, qui se présentait tout à l'heure, il a été professeur de méditation transcendantale. C'est la méditation que je continue à pratiquer et que j'ai apprise à 20 ans. Ça m'a vraiment, ça a apaisé beaucoup de choses, mais j'avais toujours pas envie d'être là. J'avais pas du tout envie d'être là. Ça m'intéressait pas du tout. Euh, et puis, quand j'ai eu 30 ans, donc il m'a fallu quand même 10 ans de pratique de méditation. J'ai enseigné pendant plusieurs années la méditation, mais sans avoir vraiment envie d'être là. Et quand j'ai eu 30 ans, je me suis dit, mais en fait, c'est une chance extraordinaire d'être sur Terre. C'est une chance, ok, j'accepte. Donc il y a eu vraiment une crise intérieure très très forte. Et en très peu de temps, j'ai eu énormément de prise de conscience. Et entre autres, cette prise de conscience que c'était une chance extraordinaire d'être sur Terre. Et je dis, ok, j'accepte tout le rude, tout la matière, c'est quelque chose de lourd, c'est rude, et en même temps, c'est une chance extraordinaire d'avancer et de croître et de faire des expériences. Et donc, euh, et j'ai pris aussi une autre prise de conscience que j'ai faite, c'est que il y a, sur, euh, j'attendais toujours beaucoup de mes parents, des circonstances, euh, des autres. Et puis en fait, ça ne marche jamais. On est toujours déçu. Et là, j'ai pris conscience quand j'ai eu 30 ans, mais que j'avais rien à attendre de qui. Enfin, personne ne me devait quoi que ce soit, ni personne ni rien ne me devait quoi que ce soit. Donc j'avais rien à attendre de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Mais, mais rien de rien. Personne ne me doit rien. Et du coup, il y a eu un sous-produit qui est arrivé et qui continue à m'émerveiller, c'est que tout est toujours cadeau. Tout est un cadeau.
toujours, toujours et ça continue à m'émerveiller parce que, voilà, parce que c'est, et du coup, si ça a animé en moi un sentiment de gratitude et pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et en particulier actuellement et j'y reviendrai tout à l'heure. Et une fois que j'ai accepté d'être sur terre, j'ai pu répondre à une vocation que j'avais là aussi depuis toute petite fille, depuis très, très petite, en tout cas à l'âge de 3 ans, même si je ne savais pas très bien ce que ça représentait, c'était de faire médecine effectivement. Mais tant que je n'acceptais pas d'être sur terre, c'était difficile de me lancer dans des études pareilles. Donc une fois que j'ai accepté, j'ai commencé mais sans vraiment savoir pourquoi je faisais médecine. Et puis en fait, quand j'ai alors commencer un métier à 30 ans, c'est un peu compliqué parce que financièrement, c'est pas si facile, enfin pour différentes raisons, c'est pas si simple et mais j'ai été complètement portée. En fait, une fois que j'étais dans mon axe, j'étais totalement portée et c'était une expérience extraordinaire. Parce que tout s'arrangeait, financièrement, ça s'arrangeait. J'avais toujours des trucs d'une année sur l'autre, je savais jamais très bien comment j'allais faire, mais enfin ça s'arrangeait toujours. Et et ça, c'est une expérience très, très forte qu'en fait, quand on est dans son axe, quand on est oui, centré, la vie nous prend en charge. On n'a pas de soucis à se faire d'une certaine manière. Hem et je ne savais pas exactement pourquoi je faisais médecine. Je savais que je devais le faire et quand j'étais en deuxième année, l'été, je travaillais et j'ai travaillé comme aide-soignante et on m'a dit: «Vous allez là» et là, c'était un service de cancérologie la nuit. Et 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 j'ai pas rien anticipé du tout, mais je me suis trouvée, dans ce service, on pratiquait des euthanasies. Donc il y a les médecins qui, de temps en temps, ben, voilà, me disaient à l'infirmière: «Beh, tu poses un cocktail lithique», c'est comme ça s'appelle, c'est-à-dire enfin tu pratiques, tu poses une perfusion pour, voilà, pour que ça se termine et j'avais rien anticipé du tout et moi j'ai pas les infirmières posaient la perfusion et puis elles sortaient et moi j'ai pas pu faire ça. C'est-à-dire que je me souviens très bien d'une personne, c'était une femme et je suis entrée dans sa chambre et je suis restée avec elle jusqu'à la fin et j'ai fermé la porte derrière moi parce que les infirmières, j'avais à peu près le même âge qu'elles et je voulais pas et moi j'étais en médecine et et je voulais pas être, comment dire? Que ce soit ce que je faisais, soit ressenti comme un reproche. Donc et en fait, j'ai eu une expérience intérieure qui m'a vraiment bouleversée. C'est la sensation d'être un tuyau traversé d'amour. Vraiment un tuyau, comme un tuyau de travaux, en fait, pas une canalisation, quoi. Et enfin oui, je dis pas ça dans un sens, ésotérique, hein, la canalisation, c'était vraiment un canal, quoi, un machin, et puis et cette femme s'est vraiment détendue. Je ne sais pas si j'ai dit des choses ou fait des choses, mais en tout cas, ça a été une expérience magnifique pour moi. Et je me suis rendu compte à partir de là que tous les malades, donc elle est morte, j'étais près d'elle, et j'ai reçu beaucoup d'amour, de cet amour qui me traversait. Et j'ai pris conscience à partir de là que en fait, tous les patients ont très peur de la mort, mais aussi tous les soignants, mais tous les médecins et toute notre société a extrêmement peur de la mort. Et du coup, ça a été le début de cette vocation en soins palliatifs. Donc c'était le tout début des soins palliatifs en France et j'ai été vraiment portée, j'ai été avec les pionniers en soins palliatifs, même si j'étais encore étudiante. Et voilà, donc ça a été, voilà, mon expérience personnelle pour devenir médecin en soins palliatifs et ensuite, mon expérience comme médecin et c'est le hem, j'ai envie de partager quelques éléments, pour venir ensuite, comment dire? J'ai pris conscience que mon expérience de médecin me donnait un regard particulier sur ce que nous vivons actuellement et donc en tant que médecin, ou plutôt en tant que médecin, je vais raconter 2 histoires. L'histoire d'un patient sidéen, qui avait une trentaine d'années. À un moment donné, j'ai été, responsable pendant 7 ans d'un service de soins palliatifs et ce patient était voilà, avait une trentaine d'années, il était là, il a fini sa vie dans ce service. Mais avant de vous raconter cette histoire, je vais vous raconter enfin, comment dire? Il y a une petite phrase que mon père m'a envoyée pendant mes études et qui m'a beaucoup touchée. Cette petite phrase, elle disait: «Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon».
Et c'est une phrase qui serait de Lao Tse. Et elle m'a tellement touchée que je l'ai mise sur le mur, au-dessus de ma table de travail. Et parce qu'on vit tous des fins du monde. Tout au long de notre vie, on vit des fins du monde. La perte d'un être cher, c'est une fin du monde. Voilà, on vit tous des fins du monde. Et ce monsieur sidéen, moi j'étais déjà médecin depuis quelques années, et j'ai eu l'impulsion de lui dire cette phrase. Et ça l'a beaucoup touché. Il m'a demandé de lui écrire cette phrase, de lui mettre le petit papier dans un tiroir de sa table dans le tiroir de sa table de nuit. Et puis, au long des 3 mois où il est resté, de temps en temps, reparler de cette phrase. Et puis, le les dernières semaines de sa vie, il était dans le coma, dans un coma de plus en plus profond. Et au point qu'à la fin, il était vraiment, voilà, il était non réactif, hein, il ne réagissait plus à rien du tout. Hem, et j'ai eu l'impulsion de lui redire cette phrase. Et j'ai eu comment dire? Ça reste une merveilleuse une expérience très belle pour moi, c'est qu'il a eu un grand et vrai sourire, et en fait, il est mort, mais très peu de temps après, mais 1 heure après, enfin. Mais c'était vraiment comme s'il me disait: «Mais c'est ça, c'est exactement ça». Heu, voilà. Et bon, ça, c'est la première histoire que je voulais vous raconter. Puis la deuxième que j'avais envie de partager, c'est, c'est en fait 3 histoires en une. Heu, Ça, c'est une histoire beaucoup plus récente. J'ai été, appelée auprès d'une femme, que je ne connaissais pas. C'est dans un service dont je n'étais pas responsable, mais j'ai été d'astreinte. Donc, j'ai été dans ce service, et parce que l'infirmière m'a dit: «Voilà, et cette dame hem, qui était très âgée, qui avait une grande enfin, qui avait beaucoup de mal à respirer, elle avait une grande insuffisance respiratoire, donc quelque chose de chronique. Et là, elle est tu sais, il faudrait vous savez, docteur Hiver, il faudrait aller la voir parce elle est fébrile, enfin, elle a une forte fièvre, et puis elle est très encombrée, elle a beaucoup de mal à respirer». Bon, alors me dirigeant vers sa chambre, je croise sa fille qui me dit, ça a été très rapide, mais elle évoque le fait que sa mère a perdu son mari depuis 7 ans, et que depuis ce moment-là, elle a perdu son équilibre, ça va plus, quoi. Voilà, j'ai juste ça en tête, et puis je viens voir cette dame qui effectivement est très encombrée, qui respire très mal, et je lui demande, mais je lui dis: c'est pas trop angoissant?» Ce que je pose toujours la question, parce que quelquefois enfin souvent on projette des choses, on se dit: «On voit quelqu'un qui respire très mal», et et puis si on lui demande, c'est pas trop difficile: «Ah, ah, ah, ah non, ça va». Et vous voyez, donc je vais pas donner des médicaments ou faire quelque chose si la personne ne souffre pas de son histoire. Mais là, oui, quand je lui ai demandé, ben oui, elle était vraiment très, très inconfortable, et je lui ai dit: C'est pas quelque chose de trop angoissant pour vous?» «Oh ben si», elle voulait, alors je parle pas comme elle parlait, hein, parce qu'elle était très gênée pour parler. Mais et il me dit: «Bah si, mais je voudrais me jeter par la fenêtre». Alors étant donné qu'elle était bien incapable, je suis tellement angoissée, voilà, je préférais me jeter par la fenêtre. Alors je lui dis: «Est-ce que vous voulez que je demande à l'infirmière de vous donner quelque chose pour quand même?» Parce qu'elle avait besoin oui, il y avait besoin des pompiers pour cette angoisse, elle en pouvait plus. Oui, oui, oui. Bon, alors, je demande à l'infirmière, et puis je lui dis: Est-ce que ça vous arrive de voir votre mari?» Alors j'ai aucune mémoire des visages, j'avoue, très, très peu. Mais mais je me souviens encore de son regard, d'un regard noir qu'elle m'a lancé pour me c'est un regard qui voulait dire: «Mais je ne deviens pas je suis pas folle, hein, ne me prenez pas pour une». Bon, je retire mes billes très vite, et puis, je lui dis: «Est-ce que vous me permettez de vous raconter une histoire?» Oui, oui, elle voulait bien que je lui raconte une histoire. Donc c'est la deuxième histoire. Hem, donc alors la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une femme que j'ai accompagnée, que j'ai vue 3 fois dans les tout premiers temps de mon exercice en tant que médecin vraiment en soins palliatifs. C'est une femme qui était extrêmement les médecins m'ont demandé de la voir parce que les médecins du service où j'étais appelée m'ont demandé de la voir parce qu'elle était très, très douloureuse. Elle avait un cancer en phase terminale, et bon, j'ai donné des conseils voilà, j'ai suggéré des choses pour qu'elle soit moins douloureuse. Je suis revenue la voir le lendemain, elle n'avait plus de douleur, mais sa bouche était très inconfortable, donc j'ai à nouveau fait des suggestions, et puis je suis revenue la voir le 3e jour, et là, elle n'était pas douloureuse, sa bouche était pas trop inconfortable, et j'essaye toujours de m'asseoir quand c'est possible auprès des gens, donc là j'étais assise, et c'était un hôpital où les médecins avaient vraiment une petite étiquette rouge sur la blouse, enfin c'est très clair que j'étais un médecin, et il me dit: «Vous savez, ça fait 2 3 jours, je rêve beaucoup».
Puis elle me jette un petit coup d'œil, moi j'écoute, hein, je ne lève pas les sourcils au ciel, j'écoute, je reste complètement neutre. Enfin non, c'est pas comme un rêve, c'est pas du tout comme un rêve. J'écoute. Heu, «Vous savez mon mari qui est mort il y a 2 ans?» Je lui dis: «Oui, je me souviens, vous m'en avez parlé. Ça fait 2 3 jours, je le vois très souvent avec d'autres personnes que je ne connais pas». Hem, Puis là, elle me jette un petit coup d'œil, et c'est là qu'il fallait beaucoup de courage pour s'adresser à un médecin, censé pouvoir mettre une étiquette. «C'est pas une hallucination, hein?» Alors j'ai trouvé que j'avais pas à mettre une étiquette, c'était pas de mon ressort et c'était pas juste. Donc je lui ai pas répondu directement. Je lui ai dit: «Écoutez, est-ce que ça vous fait peur?» Je me suis dit: Si ça lui fait peur, elle a besoin d'aide». Alors j'ai senti que rien que le fait que j'accepte son expérience, ça apaisait beaucoup, ça apaisait beaucoup les choses pour elle et hem et son regard est enfin les elle avait les yeux ouverts, mais son regard n'était plus avec moi, il était intériorisé. Il me dit: «Non, ça me fait pas peur». Alors un degré en dessous, est-ce que c'est désagréable? Elle pouvait aussi avoir besoin d'aide si c'était désagréable. Non, c'est pas désagréable. Alors je me suis permis d'être curieuse, je lui ai dit: «Est-ce que c'est agréable?» C'est comme ça, comme si c'était très simple, très naturel. Hem Et puis, on reste quelques instants et puis elle me dit: «Peut-être qu'ils sont venus m'accueillir». Puis après encore quelques instants: «Peut-être qu'ils sont venus me dire de ne pas avoir peur». On est resté là-dessus et elle aussi, elle est morte dans les 2 heures qui ont suivi. Hem Donc je raconte ça, toujours à cette dame, hein, qui vous savez, qui était: «Mais non, 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 je ne deviens pas folle», vous voyez, qui avait une grande insuffisance respiratoire, vous vous souvenez? Et je lui dis: «Est-ce que» alors j'ai il fallait que je elle était très sourde, alors il fallait que je trouve des mots assez je parle assez rapide, enfin, voilà, que je trouve des mots, des phrases courtes et tout et je lui dis: «Est-ce que vous voulez que je vous raconte une autre je vous choque pas?» «Non, non, non» et «Vous voulez que je vous raconte une autre histoire?» «Ah oui, oui, oui». Elle voulait bien que je raconte une autre histoire. Donc l'autre histoire, c'est un patient que j'ai suivi très longtemps et qui lui, alors je vais le dire assez rapidement, mais il était très perturbé parce que les infirmières avaient dit qu'il fallait vraiment qu'il voir la question parce qu'il avait un problème de vision. Alors j'ai été le voir et je me suis assurée qu'il n'était pas en train de perdre la vue ou quelque chose comme ça, mais non, 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 il ne perdait pas la vue. Et puis c'était un monsieur qui était très cultivé, qui manquait pas de vocabulaire et puis je lui ai demandé s'il pouvait décrire, ah ben, il faisait comme un poisson qui fait des bulles dans l'eau. Il n'arrivait pas à sortir une explication claire, mais j'ai cru comprendre ce qu'il cherchait à expliquer et je lui dis: «Ce que vous m'e» du coup, j'ai essayé de mettre des mots. Je lui ai dit: «Ce que vous essayez de m'expliquer, est-ce que ça n'est pas que là, vous êtes dans votre lit, vous ne pouvez pas vous asseoir, ni même encore moins vous mettre debout et pourtant, de temps en temps, vous voyez monsieur machin, c'est-à-dire lui-même, comme si vous étiez au plafond. Ou vous voyez le mur derrière vous avec l'arrivée d'oxygène, le néon et tout ça très, très précisément alors que vous ne pouvez pas vous dévisser la tête». «Oui, oui, oui», me dit-il, «c'est ça». Alors je lui dis: «Bah, écoutez, j'ai pas d'explication scientifique ou rationnelle à vous donner, mais peut-être qu'on est un peu tous comme ça, c'est-à-dire qu'on s'identifie strictement on s'identifie à notre corps, on en a tellement l'habitude et du fait d'une extrême faiblesse, ben, d'abord peut-être qu'on est un peu plus grand que ce corps et du fait d'une extrême faiblesse, peut-être que vous voyez votre corps d'une autre perspective». Je vous choque pas trop en disant ça? Non, non, pas du tout, j'avais pas pensé à ça. Bon. Il est reparti chez lui, on a pu organiser qu'il reparte chez lui avec de l'aide et puis les 3 derniers jours de sa vie, il les a passés à l'hôpital et là, je l'ai revu et je lui ai demandé si ça s'était reproduit. Oui, 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 ça s'était reproduit et c'est pas désagréable? «Ah non, 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 ça m'arrive très souvent et c'est pas du tout désagréable, j'aime beaucoup ça». Donc quelque chose qui était source d'angoisse était devenu quelque chose qu'il pouvait savourer et qui finalement, rendait son départ plus facile. Et vous voyez que je raconte ça à cette vieille dame, qui avait une grande insuffisance respiratoire et puis, bon, je l'ai laissée, elle était voilà, et elle était plus apaisée et puis j'ai recroisé sa fille, elle est morte quelques jours après et j'ai croisé sa fille à l'administration et je lui ai demandé comment ça s'est passé. Enfin, j'ai présenté mes condoléances évidemment, puis j'ai demandé comment ça s'était passé. Elle m'a dit: «Oh écoutez, ma mère était très paisible, vraiment ces 3 derniers jours étaient très, très paisibles». Puis alors elle n'arrêtait pas de parler avec mon père. Donc voilà, donc c'est juste pour dire, nous ne sommes jamais seuls, jamais, jamais, jamais seuls. Et alors, il y a une image, peut-être j'aurai l'occasion de la partager après, mais
Mais en fait, mon expérience d'accompagnement m'a montré qu'on on est tous, plus ça va, plus on a la possibilité de devenir conscient qu'on est entouré, on n'est pas tout seul, on se croit tout seul, mais en fait on est complètement environné, complètement accompagné, on est guidé, accompagné, on est, et puis voilà, donc oui, je vais quand même vous parler il y a une image qui m'est venue, qui a mis des années à venir à moi. C'est l'image d'un gant. Alors j'espère qu'on va voir mes mains parce que j'ai besoin de mes mains moi pour pour cette image. Hem, c'est, heu, donc on a un fils qui a été dans une école Steiner, c'est une pédagogie alternative dans laquelle on admet que les petits, jusque vers l'âge de 6-7 ans, voient enfin, sont en lien, pas forcément voient, mais sont en lien avec tout ce que les Anglais appellent le petit peuple, les nains, les fées, et autres gnomes, et et ou les anges, enfin voilà, d'autres des dimensions plus subtiles. Et du coup, les maîtresses font ou les maîtres font ce qu'ils appellent une table de saison. Enfin, ils mettent en scène des petits lutins, des petites fées, avec des choses qui ramènent de balades, donc une feuille morte, un petit bouquet. Et moi, je faisais ça à la maison parce que c'est tout le petit peuple a toujours été extrêmement présent pour moi, c'est comme ça. Hem, et, et j'avais beaucoup de bonheur à le faire. Et puis, il y avait une jeune femme d'Afrique noire qui venait chez nous et mais elle venait faire du ménage, mais quand on n'était pas là. Donc on se croisait pas très souvent, mais quand on se croisait, enfin une fois on s'est croisés, puis elle me montre la table de saison, puis elle me dit: «Ah oui, chez nous on dit que les vieux et les petits, ils sentent des choses que les autres ne sentent pas». Donc je vois qu'elle est très contente de cette table de saison, je suis d'autant plus contente de la faire. Et puis une autre fois, on se recroise, mais vous voyez, il s'est passé du temps. On se recroise, puis elle me dit: «Oui, les vieux de 50 ans», je l'ai arrêtée, j'avais peut-être 38 ans à l'époque, je sais pas, ou 40 ans, je sais plus. Et puis, je lui dis: «Mais chez nous, on parle pas de vieux à 50 ans». Et puis, bon, puis quand même, je lui dis, par souci d'honnêteté, je lui dis: «Bon, c'est vrai, il y a des gens quelquefois 45 ans qui sont, vous voyez, qui ont des idées très arrêtées, qui sont dans leur petite routine et qui veulent pas du tout en bouger. Mais il y a des gens de 75 ans qui font des randonnées, qui je et je j'ai mais à l'intérieur de moi, je me disais: «Mais quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est vieux?» C'était pas si clair. Donc je voyais que je pédalais dans la choucroute, que c'était pas du tout clair, donc je m'arrête. Mais ça continuait voilà, m'interpeller, cette histoire de quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est vieux? Et du temps passe, on se recroise, puis je lui dis: «Mais peut-être que chez vous, vous parlez de vieux à 50 ans parce que, à 50 ans, c'est parce que l'espérance de vie est moins longue chez vous», parce qu'elle vient d'un petit village en Afrique. Mais j'ai bien senti que ça collait pas. Du temps passe, on se recroise, puis elle me dit: «Vous savez», alors elle vient d'un village, ma marraine, elle est morte à 106 ans, mon grand-père à 96 ans. Puis elle me parle de 5 ou 6 personnes de son village qui sont morts entre 96 et 106 ans. Je dis: «Ah bon? Parce que je vous ai dit, ça collait pas». Et enfin, on s'est rejointes. C'est J'ai compris qu'elle voulait, quand elle disait vieux, on dirait peut-être ancien. Mais quand on dit ancien, quand je suis en tout cas en Occident, enfin, je vois très souvent dans la tête des gens une image se former, l'image d'Épinal, hein, avec un vieux monsieur comme ça, avec sa barbe, qui est assis sur son banc et qui a la tête posée sur sa canne, et et qui, de temps en temps, profère une parole sage. Mon expérience en soins palliatifs, mon expérience d'accompagnement des personnes âgées, c'est pas du tout celle-là. C'est-à-dire que c'est très rare, cette image-là est très rare dans mon expérience. Mais néanmoins, mon expérience aussi, c'est que des gens, même quand ils sont dans le coma, même qu'ils sont complètement à côté de la plaque, qui sont une opportunité de croissance, une opportunité d'ouverture intérieure, une opportunité. Donc, oui, effectivement, les personnes âgées sont porteuses, les vieux sont porteurs de sagesse, les anciens sont porteurs de sagesse. Hem, et donc voilà l'image qui est venue à moi. C'est que je à la naissance, c'est il faut qu'on voit mes mains peut-être, moi ça m'aide. Vous les voyez un peu? Mes Oui. mains? C'est qu'à la naissance, c'est comme si notre être commençait à enfiler un gant. Tu peux Heu même lever un peu tes mains. Tu peux les lever. Voilà. C'est comme si notre être là, commençait à enfiler un gant. Mais alors le gant, il y a des gens qui me disent: «Ah oui, l'âme qui enfile le corps». Ah je dis:
Non, c'est plus vaste que ça. Ce gant, c'est beaucoup plus vaste. C'est toutes les circonstances de notre vie sur terre. C'est les lieux qu'on va habiter, les gens qui vont nous être chers, quelquefois les conflits aussi qu'on va avoir. Quelquefois, on est très accroché à des conflits qu'on ne veut pas lâcher. Il y a les objets qui vont être importants, ça va être plein de choses, toutes ces milliers de fils qui nous retiennent à la terre. Et on y entre petit à petit. Et vous voyez que tant qu'on n'y est pas entré, on reste dans un espace, on n'est pas encore dans les limites, on reste dans un espace où on a accès à beaucoup de choses. Donc c'est les petits qui ont accès à un compagnon invisible. Donc on apprend en psychologie, j'ai appris ça, enfin moi je n'ai pas fait de psychologie, mais j'ai appris qu'en psychologie on parle du compagnon invisible. Euh, mais où on a accès aux lutins, aux fées, enfin, et puis une fois qu'on est dans les limites, qu'on est dans les limites de notre gant, qu'on est bien là, qu'on est sur Terre, qu'on est relativement incarné, euh, on est confortable ou pas. On a mis 2 doigts dans un doigt de gant, alors on a un peu déchiré les choses, peu importe, mais on est là. Moi, j'étais très inconfortable, mais beaucoup de gens sont très inconfortables. Mais on y est, on peut pas, voilà. Et on grandit avec ce gant, on le découvre petit à petit. Mais et là où ça m'intéresse, c'est qu'à partir de 50 ans, inexorablement, on se retire de ce gant. Et ce gant, alors on se ride, hein, ça c'est le corps qui se ride, mais petit à petit avec l'âge aussi, il y a des choses qui, avec le grand âge aussi, il y a des choses qui nous intéressent plus. Il y a des choses qu'on abandonne, qui ne sont plus, on perd de l'intérêt pour un certain nombre de choses. Donc c'est tout ce retrait du gant. Parfois, il y a des choses brutales. Alors le gant, vous voyez qu'on fait tous partie du gant les uns des autres. Donc quand on se retire de ce gant, il y a des moments, quand il y a des choses brutales, ça peut saigner. Nous, on peut saigner, notre être peut saigner, mais le gant aussi peut saigner, c'est-à-dire que les êtres autour de nous peuvent saigner aussi. C'est tout ce retrait progressif, mais vous voyez qu'en se retirant, on réaccède aussi à ces dimensions d'infini qui entourent ce gant. Et vous avez, alors on est dans une époque tellement matérialiste, tellement rationaliste, que on est complètement orienté gant. Donc toute notre attention est vers le gant, alors qu'en fait, le mouvement de la vie va dans l'autre sens à partir de 50 ans. Ou avec la maladie grave, ça peut être plus jeune, parfois avec il y a tout un tas de, de déclinaisons cette image. Mais c'est. euh, et je me suis rendu compte que cette image enfin, montrait aussi combien on n'est jamais seul, parce que dans cette dimension hors du gant, on est complètement environné, on est tous reliés. Alors, j'ai encore un tout petit peu de temps, je crois. Oui, tu as encore allez, 7-8 minutes Oui, c'est ça, d'accord, ça, c'est de ce que je ça. Et c'est tu peux remettre l'écran si tu as fini avec le gant pour qu'on oui, te j'ai voit fini bien. avec oui, j'ai fini avec le gant. Merci. Hem, donc j'ai j'ai, mmh, j'ai la sensation que enfin, je me suis rendu compte que ce que nous vivons depuis donc un peu plus d'1 an maintenant, c'est, enfin, d'abord je me suis rendu compte que mon expérience de médecin en soins palliatifs m'a appris à tout le temps, à la fois être attentive à ce qui se passe sur un plan très matériel, très concret. Comment est-ce que je peux, c'est sans fin, c'est comment est-ce que je peux aider mieux une personne, une famille ou une personne qui est, voilà, qui est en souffrance physiquement ou psychologiquement. Comment est-ce que je peux, donc voilà, c'est un questionnement sans fin et voilà. Mais avoir tout le temps aussi mon regard sur d'autres dimensions, c'est-à-dire être euh, chaque personne que je suis amenée à accompagner, j'ai beaucoup de gratitude parce que je suis à chaque fois, euh, si je peux l'accompagner, c'est très clair pour moi que c'est parce que je, je, je me, situe dans un, enfin, c'est une invitation pour moi à me situer très à l'intérieur et à être dans une dimension où tout est à sa place, tout est très bien, quoi qu'il arrive. Et c'est-à-dire que si je suis, vous voyez, si je suis complètement happée dans la détresse d'une personne, alors je peux pas vraiment l'aider. Si je suis très attentive à ce qui se passe sur un plan physique, sur un plan psychologique, et j'ai fait tout ce que je peux pour ça, mais que je suis aussi dans cette dimension. Vous voyez, c'est être dans différentes dimensions, mais être aussi dans une dimension intérieure où tout est à sa place, tout est parfait, tout est très très bien, quoi qu'il arrive. À ce moment-là, je peux aider la personne, je sais, mais parfois je peux dire quelque chose, je peux dire cette petite phrase, la chenille et du papillon, je peux évoquer une chose, évoquer une autre, mais je ne vais pas me mettre à faire de la philosophie ou à faire des choses, puis je ne suis pas là pour ça, c'est pas mon rôle. Avec quelqu'un qui est en fin de vie ou quelqu'un qui est en grande détresse parce qu'il vient de perdre quelqu'un, un proche, ou il est en train de perdre un proche. C'est pas le. Mais vous voyez que
je me suis rendu compte que cet exercice, enfin cet entraînement que la vie m'a donné, de me situer tout le temps sur différents plans, c'est-à-dire sur un plan à la fois intérieur et de silence où tout est perfection, où tout est parfait, où tout est harmonie et tout est amour d'une certaine manière. C'est et sur des plans beaucoup plus incarnés, beaucoup plus. Ça m'a donné je me suis rendu compte il y a enfin pas très longtemps, que ça me donnait ce regard, enfin, que actuellement il y a des choses, il y a beaucoup de tumulte, c'est une période très étrange d'une certaine manière. Il y a beaucoup de tumulte, beaucoup de vagues, il y a des grandes détresses, il y a des gens voilà, il y a beaucoup de gens qui sont dans des détresses très profondes, et, et en même temps, je me suis rendu compte qu'on est aussi dans un passage, dans une, euh, il y a une naissance, c'est comme une naissance de la, le, c'est le papillon, voilà ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître appelle un papillon, c'est-à-dire la chenille disparaît totalement. Elle ne sait pas qu'elle est en train de devenir papillon, elle disparaît totalement. Et là, il y a c'est pour moi, nous sommes vraiment en métamorphose. Et j'ai- j'ai- mais collectivement, il y a et je pense l'invitation qui nous est faite actuellement, c'est celle d'éveiller notre regard, d'éveiller notre regard à d'éveiller notre regard à une autre dimension, quelque chose de beaucoup plus vaste. Et ça ne peut pas arriver si on se perd dans tout le tumulte. Bien sûr, le tumulte, on a chacun quelque chose à faire. Peut-être il y en a certains, leur rôle est de militer, il y en a d'autres, leur rôle est d'être entre guillemets, un affreux de Big Pharma. Et parce que c'est son rôle, on est poussé à ça. Il faut des méchants, entre guillemets, ou il faut des vilains, mais il faut aussi des Laurence Baranski et des Yvan, je ne saurais pas dire ton nom de famille. Euh, il faut il faut chaque chose pour, pour la naissance. Il faut des choses qui créent une pression pour. Dans une naissance, et ben on ne dit pas que les contractions, c'est affreux. Enfin, je veux dire, oui, pour la femme qui le vit, bien sûr, mais, mais il faut ça pour que l'enfant naisse. Donc, il faut des choses, il faut toutes ces pressions pour que collectivement, on émerge à autre chose. Et pour moi, c'est devenu, je me suis rendu compte, mais vraiment, que vraiment tout ce regard multiple que j'avais développé euh, m'a permis de voir, me permet de voir ça extrêmement clairement. Et donc, il y a rien à faire particulièrement, il y a rien on ne peut pas contrôler ce mouvement. Le bébé ne peut pas contrôler quand il est en train de naître. Ça se fait. De toute façon, c'est inexorable. Ça, donc, pour moi, je suis dans une joie profonde, vraiment. Ce qui n'empêche que régulièrement, je me dis, oh, quand même, ça c'est. Enfin, oui, il peut y avoir des moments de colère ou de révolte. Puis je me dis, waouh, chaque fois. Donc, ça demande, il y a une vigilance un peu permanente à ces mouvements intérieurs qui sont provoqués par des choses que j'entends, des émissions, ou des annonces, des annonces où je sens tellement d'aberration, tout ça. Et je me dis, ok, mon âme a appelé ça à moi, mon être a appelé ça, ces circonstances-là à moi, pour tout ce mouvement de naissance, ce mouvement. Donc merci à chaque être, chaque chose qui incarne ces dimensions de pression, merci. Et dès que je suis dans la gratitude, dès que je reviens dans la gratitude, c'est en fait, on est tous reliés. Vous voyez qu'on est tous, il y a une unité dans la gratitude. Dès qu'on prend conscience, mais attends, mon être, mon âme a appelé. Enfin, je préfère dire mon être pour pas avoir des connotations religieuses, mais mon être a appelé tout ça, a demandé tout ça. Voilà, c'était ça que j'avais. Et ouais, c'était ça que j'avais envie de partager. Merci Constance. Dans le titre de ton intervention, il y avait un mot qu'on a moins prononcé, je crois qu'il a été prononcé une fois, c'était le mot reliance. La reliance, quoi qu'il arrive. Oui, oui. Qu'est-ce que tu peux dire au sujet du mot reliance en conclusion, c'est se relier à quoi? Se relier comment? C'est quoi reliance? Ça a été évoqué, je ne sais plus par Paul, je sais plus par plusieurs personnes. C'est à cette dimension intérieure, par Wivine aussi, c'est à cette dimension intérieure qui est au-delà de tous les tumultes, de tout ce qui peut se passer, de tout ce qui est
parce qu'il y a beaucoup de... C'est une période tumultueuse, et qui, je pense qu'elle va rester encore tumultueuse un bout de temps, et peut-être ça peut être encore plus tumultueux, mais même beaucoup plus tumultueux. Mais c'est cette reliance à une dimension intérieure qui est complètement au-delà, qui est vraiment dans cette dimension dans une dimension de paix profonde. Hein. C'est Armando avec son paysage merveilleux. C'est quelque chose qui est au-delà de tous ces tumultes. Donc c'est une reliance et qui est intérieure, qu'on peut trouver dans un paysage, qu'on peut trouver dans le désert, mais qu'on peut trouver intérieurement. Et on est appelé à le vivre intérieurement. Intérieurement, ça dépasse toutes les contingences matérielles, les contingences de tous les remous. Euh, voilà, donc pour moi, on est appelé à cette reliance, on est appelé à être vraiment dans cette dimension de reliance à quelque chose de très profond, très en profondeur. Oui, un immense merci à Laurence et Yvan d'avoir permis cette soirée, d'avoir organisé plutôt que permis cette soirée. Et je trouve elle me permet de sentir de façon, enfin, qu'il y a quelque chose qui s'incarne. C'est plus qu'un... Je ne le percevais pas à ce point-là, mais j'ai vraiment la sensation que le bébé, on voit plus que les... La dernière fois que j'ai fait un zoom, j'ai dit, mais j'ai l'impression qu'on devine les cheveux du bébé. Ben là, je trouve que c'est un peu plus quand même. On voit apparaître vraiment quelque chose. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et voilà, en voyant dans le petit groupe, et puis après les interventions des uns ou des autres, je trouvais que c'était vraiment... wow, ça prend corps. Il y a quelque chose qui prend corps. Je trouve ça vraiment magnifique. Et ce que je pressant qui prend corps, c'est magnifique. D'abord, c'est vraiment quelque chose de collectif. Hein. Vous évoquiez ça, je crois, Laurence et Yvan, ou je sais pas, ça a été évoqué plusieurs fois. C'est vraiment c'est un être collectif. C'est quelque chose de global. Nous ne sommes que les petits éléments. Et c'est un être magnifique. C'est un être, ça nous dépasse complètement, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ça m'émerveille totalement. Mais même si je vois pas, ça dépasse la petite Constance en tout cas, mais c'est vraiment magnifique.